Allez, c'est l'occasion d'accueillir tout de suite la prochaine séquence. Merci d'applaudir Martial You et ses invités Sabrina Soussan, Estelle Brachlianoff, Patrick Artus, Jean-Marc Jancovici et Dominique Schelcher. Applaudissez-les s'il vous plaît. Ils viennent nous rejoindre. Je vais vous demander un peu de silence s'il vous plaît. Merci de faire silence et l'événement continue. Mesdames et messieurs, un peu d'attention s'il vous plaît. S'il vous plaît. Mesdames et messieurs, les séquences se continuent. Merci d'accueillir nos prochains intervenants. Vous pouvez les applaudir d'ores et déjà. Sabrina Soussan est la PDG de Suez, Estelle Brachlianoff, la directrice générale de Veolia, Patrick Artus, professeur à Paris School of Economics, conseiller économique de Natixis, Jean-Marc Jancovici, fondateur du Shift Project, et Dominique Schelcher, président, directeur général de Système U, au micro de Martial You. Cher Martial, c'est à vous, mesdames et messieurs, soyez les bienvenus. Un peu de silence, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Merci beaucoup, bonjour à tous et bienvenue. Alors effectivement, nous sortons de l'été tout juste. Juillet a été le mois le plus chaud de l'histoire sur la planète. Les contours de la Méditerranée ont connu des incendies. Beaucoup de territoires étaient en stress hydrique avant même le début de l'été. Et bien entendu, on a connu aussi sur toute une partie de la France, je vous refais rapidement la météo, un mois d'août sous la pluie. Donc là, on parle de météo, mais c'est évidemment un des exemples de la mutation climatique qu'on vit en ce moment, juste après les quelques semaines de repos qu'on a tous vécu. On va essayer de voir vers quelles orientations on se dirige aujourd'hui. Ban Ki-moon, vous le savez, avait dressé 9 limites planétaires avec des seuils limites pour éviter de basculer dans des pénuries majeures. Un certain nombre avaient trait à l'eau et on y reviendra abondamment. Alors qu'est-ce qui est vraiment rare aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'on met derrière le mot sobriété et comment finance-t-on cette transition? On en parle donc avec les différents invités qui sont autour de moi cet après-midi. Estelle Brachlianoff, j'ai envie qu'on commence et on poursuivra avec Dominique Schelcher par un aspect très consommateur, très particulier, très famille aussi. Est-ce que vous sentez une prise de conscience de l'urgence de préserver ces fameuses ressources? Et j'irai même un peu plus loin, la volonté de changer son comportement, puisqu'on a vu que, par exemple, cet été, les Français notamment étaient partis abondamment en vacances et notamment en avion. Alors oui, la prise de conscience, elle est là. Et elle est là grâce notamment au vécu de nos concitoyens. Il y a eu un avant et après l'été 2022, où on a réalisé que même en France, l'eau pouvait être quelque chose de rare et de précieux, ce qui était assez nouveau pour nous. On a eu sans doute un avant et après l'hiver 2022-2023 sur les sujets d'énergie. Donc oui, que la rareté soit désormais au cœur de notre quotidien et du vécu, je crois que c'est appelons ça un acquis, parce que ce que nous disent nos concitoyens et ce que nous disent nos clients, c'est on veut des solutions concrètes. On en a marre, pour faire simple, que vous nous disiez tout va mal. On a envie que vous nous disiez qu'est-ce qu'on peut faire. En tant que salarié, en tant qu'entreprise, en tant que consommateur, en tant éventuellement d'ailleurs qu'électeur, mais quels sont le champ des possibles aujourd'hui? Donc la question, c'est parlons concret. 60% de la population française nous dit « j'ai compris que le coût de l'inaction était plus important que le coût de l'action, mais je ne suis pas très sûre de comprendre le monde vers lequel on va. Donc décilez-le-moi, aidez-moi à le comprendre, aidez-moi à comprendre quels sont les choix qui sont à ma disposition. » Donc pour moi, il n'y a pas de transition écologique, il n'y a que des preuves de transition écologique ou de transformation, si on veut. Comme on dit, preuve d'amour, vous connaissez la formule. On y revient. Pour moi, ça me semble essentiel. Donc, c'est pour ça qu'il me semble que dans la presse, au quotidien, pour un chef d'entreprise comme Veolia, qui est en fait au cœur de ces solutions, pour moi c'est l'écologie des solutions, le métier de Veolia, notre objectif c'est de parler concrètement de ce qu'on a fait à Lille, où on peut faire, ce qu'on est en train de faire à Lille, où on peut faire économiser 10% de l'eau sur quelques années, sur une agglomération, sans changer autre chose que des pratiques de quotidien. Ou ce que l'on peut faire dans l'Est de la France, où on va bientôt ouvrir une usine pour recycler
les batteries de véhicules électriques. Et pourquoi c'est important? Parce qu'on va retrouver du nickel, du cobalt, du lithium, pour arriver à les remettre dans des nouveaux cycles de production. Et vous savez que c'est des métaux absolument stratégiques pour la transition énergétique. Donc c'est à base de solutions concrètes sur les territoires, en France et ailleurs, qu'on va pouvoir y arriver. La deuxième chose que j'ai envie de dire, donc passons à l'action. La deuxième chose que j'ai envie de dire, c'est qu'il faut qu'on rende aussi cette écologie désirable. Désirable ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'efforts et des efforts partagés, mais en tout cas qu'on arrive à se projeter et à visualiser ce monde-là. Une ville dans laquelle il y a des véhicules électriques, c'est une ville qui est silencieuse, en tout cas beaucoup plus qu'aujourd'hui. Un certain nombre de sujets dont on parle, c'est des sujets qui ont un atout pour la santé de nous et de nos familles. Je crois que c'est important qu'on parle aussi de ça, et puis qu'à la limite, on essaie peut-être de faire changer aussi à un moment donné, de rendre non désirable ce qui est non soutenable. Un très bon exemple, je vais vous reparler là aussi concret, ça a été ce qui a fait avec le plastique à usage unique. Où maintenant il semble à peu près inconsidéré à tout le monde d'utiliser une paille en plastique une fois et de l'acheter après. Mais il y a encore 5 ans, ce n'était pas du tout dans notre état d'esprit. C'est pareil avec les sacs en plastique, utiliser des gourdes plutôt que de jeter, dès qu'on utilise 5 minutes, juste une bouteille d'eau. Donc il y a un certain nombre d'offres qui ont été modifiées aussi. Donc il nous faut rendre l'écologie désirable, concrète, avec des vrais choix, et puis le bâtir ensemble, parce que c'est aussi un projet de société. Alors c'est intéressant, et on reviendra sans doute dans quelques minutes avec Jean-Marc Jancovici sur est-ce que ces petits gestes-là du quotidien font vraiment bouger les choses, ou est-ce qu'il faut une révolution plus importante. Mais si je me tourne vers vous, Dominique Schelcher, pour commencer, on ne peut pas exclure non plus de cette discussion l'aspect économique, bien entendu, et le coût, l'inflation. On le voit avec le marché du bio. Ce marché s'est effondré ces derniers mois, en partie en raison de son prix par rapport à la problématique de pouvoir d'achat des consommateurs. Est-ce qu'on peut parler de gestion de la rareté si on n'a pas les moyens de se l'offrir? Alors, bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, heureux d'être parmi vous. Je rappelle que effectivement, l'inflation alimentaire en France est de 21% depuis 2 ans. Donc ça, c'est quand même la toile de fond à laquelle on fait face, nous, dans notre activité. Et en même temps, et le en même temps est important, c'est vrai que, comme vous l'avez dit, depuis 2-3 ans maintenant, depuis plus longtemps pour certains, il y a des preuves concrètes au quotidien que les choses changent et s'accélèrent. Les gens vont en vacances, sont confrontés à des incendies gigantesques, etc. Et de plus en plus, donc, ils nous disent que je ne choisis plus entre remplir le frigo ou sauver la planète, j'essaye de faire de plus en plus les deux. Alors évidemment, ça ne concerne pas forcément tout le monde aujourd'hui à 100%, mais la proportion, on le sent, ils nous le disent, elle grandit avec le temps. Et parfois, les gens ont du mal à le dire exactement ou à expliquer leur comportement, mais nous, on a aujourd'hui des chiffres. Je prends un seul exemple pour l'illustrer, c'est par exemple l'explosion de l'occasion. L'occasion dans le textile, par exemple, depuis la crise du... On est ravis de l'apprendre. Depuis la crise du Covid, on s'est tous rendu compte qu'il n'était pas forcément nécessaire de changer sa garde-robe tous les ans, etc. Et ça, c'est un phénomène qui s'accélère. Mais il n'y a pas que ça. Dans les jeux, dans plein de choses, dans le livre, on sent que l'occasion, donc la réutilisation, le recyclage devient important. Donc oui, les gens changent de comportement, même si pour une partie des Français, c'est plus difficile. Et ce qu'il faut peut-être avoir en tête, c'est qu'il n'y a plus de grandes catégories toutes simples et toutes lisibles comme par le passé. Les gens sont beaucoup plus complexes et à tous les niveaux de pouvoir d'achat, de budget, il y a maintenant une conscience et on veut faire des gestes, on veut faire des efforts. Jean-Marc Jancovici, est-ce qu'on peut être durablement dans ce, si je prends vos deux interventions, dans ce en même temps, à la fois conscient des enjeux et puis sans fondamentalement modifier l'intégralité de ses habitudes? Est-ce qu'on est dans une croissance exponentielle qui peut continuer telle qu'on l'a connue, on va dire, au cours des 50 ou 80 dernières années? La très mauvaise nouvelle, c'est que si on regarde sur les flux physiques, la réponse est non. Parce qu'on peut très bien mathématiquement démontrer que sur une planète aux ressources finies, alors quand je dis aux ressources finies, il faut être un peu plus précis que ça.
aux ressources dont le stock de départ est donné une fois pour toutes. Ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, notre économie, elle fonctionne en prélevant dans la croûte terrestre, pour l'essentiel, ou sur la croûte terrestre, quand il s'agit d'espèces vivantes, des ressources dont il y a un inventaire de départ donné. Il y a un inventaire de départ donné en minerais d'aluminium, en minerais de cuivre, en minerais de nickel, en minerais de tungstène, etc. Il y a également un inventaire de départ donné en ce qui concerne le pétrole, le gaz et le charbon, qui sont des restes de photosynthèse ancienne. Hein. C'est de l'énergie solaire qu'on exploite 1 million de fois plus vite qu'elle n'a été stockée. Et les mathématiques permettent de dire qu'à partir du moment où on tape dans un stock de départ qui est donné une fois pour toutes, eh bien, l'extraction au cours du temps ne peut rien faire d'autre qu'un bicorne de polytechnicien, ne peut rien faire d'autre que ça. Voilà. Et ça veut dire que pour un certain nombre de flux physiques, après qu'ils aient cru dans le passé, ce qui a fait l'expansion industrielle et l'expansion économique que nous avons vécu sur les 2 derniers siècles, va venir un temps, alors pas homogène, enfin, va venir un temps où ces flux vont nécessairement décroître. Et alors, il y a 2 options. Ou bien on anticipe, on accompagne, on gère, etc., cette décroissance. J'ai prononcé le mot horrible. Et pour les flux physiques, c'est voilà, aussi inéluctable que le vieillissement. Hein. Ou bien on attend que des chocs externes se chargent de le faire à notre place. Et pour le moment, si on regarde globalement la dynamique planétaire, on est plutôt dans la 2e option. On est plutôt parti pour que des chocs externes se chargent de le faire à notre place, ce qui est évidemment beaucoup plus désagréable parce qu'à ce moment, l'organisation, l'anticipation, l'équité, la répartition, le calme, quelque part, tout ça est mis en péril. Voilà. Mais donc, on va devoir faire, j'insiste, sur le plan physique. Alors, la vraie question, c'est est-ce que ça a du sens? Est-ce qu'on va le faire? Et est-ce que même ça a du sens de découpler la comptabilité monétaire que nous avons l'habitude de tenir des flux physiques? Dit autrement, est-ce que par exemple, il faudrait supprimer la notion d'inflation? Si on supprime si on supprime la notion d'inflation, je peux très bien dire qu'une carotte que j'achète cette année, c'est pas la même que celle que j'ai achetée l'année dernière. La preuve, elle n'a pas poussé au même moment. Donc si elle vaut plus cher, c'est pas la même carotte, il n'y a pas d'inflation. D'accord. Bon. Donc à partir du moment où on supprime la notion d'inflation, on peut très bien avoir une économie qui croît monétaire, hein, qui croît indéfiniment alors que les flux physiques baissent. Mais tant que l'économie compte la même chose que ce qu'elle comptait hier, donc une carotte de cette année, c'est une carotte de l'année dernière, et si elle vaut 30% plus cher, c'est bien de l'inflation, à ce moment, on est malheureusement aussi condamné, quelque part, à gérer de manière croissante, dans un nombre croissant de secteurs, quelque chose qui va s'appeler une contraction économique. Voilà. Ce qui va évidemment prendre à rebrousse-poil beaucoup de gens, moi compris éventuellement, parce que nous n'avons pas aujourd'hui la boîte à outils et les schémas mentaux pour gérer ce genre de situation qui est totalement inédite depuis le début de l'humanité industrielle. Alors, je vais me tourner vers Patrick Artus, économiste, bien sûr, par rapport à ce que vient de dire Jean-Marc Jancovici. Moi, j'ai le souvenir du rapport Meadows en 1972 qui faisait déjà cet état des lieux, finalement, et la réponse avait été à l'époque de dire oui, mais le progrès technique va permettre de corriger les pénuries qui s'annoncent. Est-ce qu'on est en train de changer complètement de modèle économique, pour faire simple? Oui, je crois qu'on va changer complètement de modèle économique et je suis plus optimiste que Jean-Marc sur les perspectives. On avait l'habitude que, jusqu'en 2016-2017, notre modèle économique était un modèle de rareté de la demande. S'il y avait eu plus de demande, il y aurait eu plus de production. Ouais. Et puis depuis 2017, on a plutôt un modèle de rareté de l'offre, mais de l'offre assez conventionnelle. C'est-à-dire, il y a les entreprises nous disent on n'a pas assez investi, on n'a pas assez d'équipements productifs et on a des difficultés de recrutement. Et je crois qu'on va se tourner vers un modèle qui est très différent, qui est un modèle où la production sera limitée par la capacité à avoir des ressources en énergie, en matières premières nécessaires à la production d'énergie. Et donc, mon point d'accord avec Jean-Marc, c'est de dire on va changer de rareté. Ça ne sera plus la demande ou l'offre conventionnelle qui seront rares, c'est notre capacité, enfin si on se centre sur l'énergie, à avoir une quantité suffisante d'énergie. Alors, vous posez la question du progrès technique. Je crois qu'il y a des marges de progression considérables sur la production d'énergie. On a des progrès techniques considérables sur la technologie de stockage, par exemple. On fait des stockages par batterie de plus en plus puissants. On a des progrès techniques considérables sur l'utilisation de l'hydrogène. On voit les prix des énergies renouvelables baisser. On pensait que l'énergie renouvelable serait beaucoup plus chère que les énergies fossiles. Ce n'est pas vrai. Probablement, aujourd'hui, on a à peu près le même prix si on tient compte de l'intermittence de la production. Et demain,
demain, l'exemple danois, par exemple, montre que les énergies renouvelables peuvent être extrêmement bon marché. Et donc, il y a un potentiel quand même de progrès technique où on va avoir plus de production d'énergie renouvelable, on va réutiliser les matières premières, hein, on l'a vu à l'instant, on va faire de l'économie circulaire sur les matières premières plus rares, et on est qu'au point de départ. Et la question de Jean-Marc, c'est de dire, est-ce qu'on est capable de générer un supplément de production d'énergie? Si on se concentre sur l'énergie, il y a l'eau, il y a la biodiversité, il y a plein d'autres problèmes, qui sera suffisant pour attendre que la population de la planète diminue. Alors vous savez qu'il y a un débat incroyable sur la population de la planète. Il y a une fourchette d'estimation de la population de la planète en 2100 de 4 à 10 milliards d'habitants. Hein. Mais probablement, à partir de 2050, la population de la planète va diminuer. Et donc, ça ne sera pas dramatique d'avoir une croissance beaucoup plus faible. Et donc, je pense qu'il y a une possibilité, avec du progrès technique dans la production d'énergie renouvelable, pour qu'on tienne ce temps-là et qu'ensuite on embraye sur un chemin de décroissance démographique. Alors, on va parler de l'eau et des déchets et des progrès techniques avec vous, Sabrina Soussan, parce que justement, votre défi, c'est d'apporter des solutions techniques pour justement gérer cette pénurie, c'est bien ça? Exactement. Bonjour à toutes et à tous. La question que vous posez, en fait, c'est la consommation d'eau et de déchets, oui, et la valorisation des déchets. Il y a une prise de conscience sur l'eau, mais la prise de conscience sur les ressources en général, j'en suis un petit peu moins convaincue. Oui. Et donc, il faut qu'il y ait une mobilisation de tous les acteurs. Des ménages, des industriels, des entreprises, du public. Et il faut que cette action soit concertée et que tout le monde travaille ensemble. On reviendra plus tard aux investissements. Oui. Donc moi, je vois 3 leviers pour faire face, moi et Suez, nous voyons 3 leviers pour faire face à la raréfaction de ces ressources. Le premier, c'est la sobriété, on en a parlé, et éviter le gaspillage. La deuxième, c'est la réutilisation et le réemploi. Et la troisième, c'est créer de nouvelles ressources. Et pour ces 3 points, pour ces 3 leviers, nous avons des solutions technologiques et techniques. Elles existent. Si je commence par la sobriété... Elles sont rentables, accessibles, c'est ça la question. Elles sont rentables, accessibles. Oui. Après, on va parler, je pense qu'il y a un sujet aussi investissement. Oui. Le sujet investissement, on ne peut pas l'oublier. Si on parle là-dessus, sur le sujet investissement, dans l'eau, on estime aujourd'hui qu'on a besoin de 15 milliards de plus d'investissements pour gérer le sujet des fuites, pour renouveler les réseaux, 15 milliards en 5 ans, donc 3 milliards de plus par an, sachant qu'on investit aujourd'hui 7 milliards par an sur l'eau, ce qui est déjà bien, et il nous faut encore 2 milliards de plus pour faire face au changement climatique. L'eau, les pertes dont vous parlez, c'est 20% d'eau perdue parce qu'il y a des fuites dans les canalisations. C'est 20% d'eau perdue, exactement. Donc en fait, ces investissements, il faut trouver des modèles, des nouveaux modèles, il faut trouver des partenariats publics-privés. Moi, j'y crois beaucoup. On a signé un premier contrat en Tunisie sur un partenariat public-privé sur l'eau. En France, il y a un modèle qui s'appelle les CEMOP, c'est des sociétés à économie mixte, opérées avec la municipalité et un acteur privé, par exemple à Dijon. Ça marche très bien. Donc, on a besoin de ces investissements et il faut, les solutions existent. Donc, si je reviens à la sobriété, peut-être, il y a des solutions parce qu'il faut changer les comportements. On peut se dire, pour changer les comportements, solutions technologiques, mais oui, elles existent. Pourquoi? Parce qu'il faut pouvoir faire changer ses comportements et qu'il y ait une certaine transparence. On ne peut pas changer son comportement si on ne sait pas ce qu'on consomme. Par exemple, sur l'eau, les compteurs connectés permettent de connaître, de savoir quelle est ma consommation, d'avoir une alerte s'il y a une fuite, et ça va aider le consommateur à pouvoir agir. Et nous, on fait également de la sensibilisation. Grâce à ces compteurs connectés, on peut économiser 5% de consommation, rien que par une transparence. Sur les déchets, on change notre modèle économique, ça c'est aussi important. De ne pas avoir un modèle économique qui est basé sur les volumes collectés, mais sur les volumes économisés. Donc nous avons des contrats où nous faisons de la sensibilisation, et où nous avons avec des outils digitaux, donc une certaine transparence. Sur le Grand Montauban, en 1 an, on a diminué de 7% la consommation, le volume d'ordures ménagères. Et ça veut dire qu'on va mieux trier, et mieux trier, c'est recycler et recréer des matières premières secondaires.
Alors, vous avez parlé des investissements, du financement de cette transition. On y reviendra avec Patrick Artus dans un instant. Mais Jean-Marc Jancovici, ce qui est rare et cher, ça c'est une constante dans l'économie. Est-ce qu'on doit s'attendre à payer de plus en plus cher ce qu'on achète quand c'est sur la base de l'énergie ou des différentes raretés qu'on évoque depuis tout à l'heure? Eh bien oui et non. Ce qui est rare et cher, un peu, mais pas nécessairement. Alors je vais vous donner, raconter une petite histoire sur le pétrole, un truc que j'ai découvert il y a quelques années avec beaucoup d'intérêt. En ce qui concerne le pétrole, je suis sûr que Patrick va sauter en l'air sur sa chaise, il n'y a pas d'élasticité long terme entre prix et volume. Il n'y en a pas. C'est-à-dire que quand on regarde le prix du baril sur un siècle et demi, il n'a aucun rapport avec la quantité de pétrole disponible à la vente. Aucun. Et en fait, alors pendant longtemps, je me suis posé la question, je me suis dit, à quoi c'est dû? Je pense avoir trouvé une explication qui est la suivante. Le pétrole est une commodité physiquement essentielle à l'économie. Le pétrole, aujourd'hui, c'est la mondialisation, parce que c'est les camions, les porte-conteneurs et les minéraliers. Le pétrole, c'est donc quelque chose, c'est le sang qui irrigue l'économie, hein, quoi qu'on raconte par ailleurs sur le développement des énergies renouvelables. Et si vous en avez moins, ce qui se passe, c'est que dans un premier temps, vous allez effectivement avoir un choc de prix. Mais dans un deuxième temps, si vous en avez moins de transport physiquement, donc vous avez une économie qui se contracte. Et du coup, à l'arrivée, vous allez avoir moins d'offres, mais également une solvabilité du consommateur qui va baisser. Et le prix d'équilibre, le nouveau prix d'équilibre, n'a aucune raison de se retrouver plutôt au-dessus ou plutôt en dessous ou plutôt à côté de l'ancien prix. Et en fait, ce qu'on peut mathématiquement assez facilement théoriser, c'est que quand une commodité essentielle commence à devenir contrainte, son prix devient essentiellement volatile. C'est-à-dire qu'il devient ni durablement haut ni durablement bas, il devient durablement imprévisible. Bon. Et en ce qui, voilà. Alors, ce que je vous dis est vrai en fait pour toutes les commodités. S'il y a dans la salle des gens qui travaillent sur les matières premières, ils savent très bien, ils savent par cœur ce que je suis en train de raconter. Le prix des matières premières, il n'y a pas d'élasticité volume, prix-volume de long terme. Et par ailleurs, pour que quelque chose devienne cher, il faut qu'il passe par un marché. Or, il y a un certain nombre de biens qui ne sont pas des biens marchands. Par exemple, il y a un nombre limité de places au concours pour un certain nombre de concours de la fonction publique. Ce n'est pas une affaire de prix. Le mode de régulation est un mode différent. Ah, si, on peut un peu soudoyer les examinateurs, peut-être, je ne sais pas. Mais voilà, normalement, ce n'est pas une affaire de prix. Ce n'est pas un modèle économique. Normalement, ce n'est pas une affaire de prix. Donc, il faut être très vigilant, très prudent. Sur l'affirmation, ce qui est rare et cher, c'est vrai si ce n'est pas une commodité essentielle, sinon ce qui se passe, c'est une contraction de l'activité. Et c'est vrai si ça passe par un marché et tous les biens essentiels qui permettent à l'économie de fonctionner, parce que les compétences, je parlais, l'éducation, etc., ce n'est pas nécessairement des affaires de prix. Il y a un certain nombre de trucs qui ne passent pas par les marchés. Voilà, donc il faut se défier de... Si c'est rare, c'est juste que ça va devenir plus cher, mais ça restera accessible à qui on voudra. Donc vous dites à Jean-Marc Jancovici, à Dominique Schelcher, vous inquiétez pas, c'est pas parce qu'on aura de moins en moins de ressources que les prix dans les magasins vont augmenter? Non, mais ça veut dire que la fiche de paye de ses clients va diminuer. Ah, c'est pas très rassurant non plus pour vous, Dominique Schelcher. Non, mais c'est ça que ça peut vouloir dire en pratique. Et est-ce que, justement, est-ce que le consommateur final, vous le sentez capable de gérer ça, d'absorber ça? Alors on est en phase de transition, je suis d'accord avec Patrick Artus et nous on le sent bien, effectivement 2017-2018 ça s'est accéléré pendant la crise du Covid et là ça s'accélère encore, on est en pleine transformation, on passe d'un modèle à l'autre et donc il y a une phase transitoire. Évidemment il y aura de l'innovation qui va nous permettre à un moment de trouver des moyens plus économiques de faire un certain nombre de choses, mais à court terme il faut passer ce cap, il faut le digérer. Et à court terme, évidemment, tout coûte un peu plus cher. Évidemment, on ne reviendra pas tout de suite au prix d'avant la guerre, notamment par exemple dans notre métier. Mais on est, je dirais, dans ce court terme, là, dans cette discussion, je pense qu'il faut se projeter plus loin et imaginer que par cette innovation, par des idées qu'on n'a pas aujourd'hui, on va trouver les voies de se payer cette transition, de la digérer et de faire en sorte qu'elle soit accessible pour nos clients. En attendant, je vais vous dire, les gens sont très malins, trouvent des solutions parce qu'encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, ils ont envie d'agir. Et envie d'agir, c'est par exemple, l'occasion, ça c'est quand même quelque chose d'important. C'est aussi la proximité, les produits près d'ici. Et Dieu sait que chez Système U Coopérative des territoires, on est très présent sur cette activité.
le produit près d'ici coche pour les gens souvent beaucoup de cases. C'est moins de transport, c'est des produits cultivés près d'ici, etc. Et ça a complètement explosé depuis un certain temps. Donc voilà, ils cherchent des solutions pragmatiques, de proximité, pour essayer d'apporter leur petite pierre à l'édifice en attendant des transformations encore plus profondes. Mais c'est de la consommation raisonnée parce que ça coûte... on consomme moins mais mieux, c'est ça l'idée? C'est pas un arbitrage purement économique? Alors, il y a les deux. Encore une fois, le consommateur est extrêmement complexe actuellement. Il y a toutes les strates, on observe plein de choses très différentes. C'est plus avant, on avait 5-6 catégories, c'était extrêmement lisible, c'est plus le cas. Les gens sont divers, variés, répondent en fonction de leur histoire, de leur pouvoir d'achat aujourd'hui différemment. Et donc à nous de leur tendre des perches par rapport à tout ça, c'est ce qu'on essaye de faire pour faire évoluer les comportements. Oui. Alors Estelle Brachlianoff, là-dessus, est-ce que vous aussi vous constatez des changements? On l'évoque depuis tout à l'heure de toute façon. On jetterait moins, on consommerait moins, on ferait plus attention à toutes ces matières premières, vous les évoquiez tout à l'heure, type plastique. C'est vraiment fondamentalement un changement que vous ressentez et pas juste quelque chose de court terme. Très sincèrement, moi j'avais pensé qu'après le Covid, on prendrait moins l'avion. J'y ai cru. Et on s'aperçoit que ce n'est pas le cas. Je reviens un peu sur cet exemple-là, mais est-ce que vraiment ces changements-là existent? Oui, il y a des changements majeurs qui sont en train de se faire dans les comportements individuels, mais aussi dans les comportements collectifs, chez les industriels. Moi, je n'ai pas envie qu'on se dise que la transformation écologique, c'est juste un sujet de chez soi à la maison. Hein. Je veux dire, ça concerne les entreprises, ça concerne les gouvernements. Donc, je crois que c'est un projet de société dans lequel il y a un peu tout ce qu'on vient de se dire. Alors, il y a eu le mot de sobriété qui a été prononcé tout à l'heure. Moi, je préfère le mot qui est utilisé par le GIEC en anglais, qui est sufficiency. C'est-à-dire consommer juste ce dont on a besoin pour produire un résultat. Ça vaut à la maison et ça vaut pour un industriel. Donc si je peux me démerder pour avoir, mais exactement la même production industrielle en utilisant moins de nickel, de cobalt, d'eau ou même de CO2 à la limite, enfin produire moins de CO2, eh bien tant mieux. Et c'est peut-être cette décorrélation, et je reviens sur ce modèle économique de transition dans lequel effectivement la consommation de ces ressources de la planète, ces ressources limitées, ces ressources de plus en plus rares, est une des composantes de la productivité du système économique. Et ça, c'est pour moi comme ça que j'ai envie de traduire le mot sobriété. Et encore une fois, je trouve que sufficiency, c'est beaucoup mieux. Alors, si je parlais d'écologie désirable tout à l'heure, moi, je suis absolument fascinée par le Japon, dans lequel la sobriété, donc la sufficiency, ça devient, dans un certain nombre de cas, même une esthétique, de consommer juste ce dont on a besoin, mais pas plus. Il y a même un mot, je crois que je relis mes notes, c'est shibwa, quelque chose comme ça. Pardon, pour ceux qui parlent japonais, vous le retrouverez, mais en tout cas, ça peut devenir, y compris une esthétique, le juste ce qu'il faut, mais pas plus. Et quand vous parlez des exemples concrets, oui, on sait faire en sorte, avec du digital et de l'intelligence artificielle, de faire 10 à 20% d'économie d'énergie sur la plupart de nos clients sans modifier fondamentalement les usages ni l'enveloppe physique. On sait effectivement consommer moins de plastique à usage unique, pour reprendre mon exemple de tout à l'heure. Donc oui, c'est des changements fondamentaux. Est-ce qu'ils sont suffisants? Non. À chaque fois, on est en train de parler de 10 à 20%. On n'est pas en train de parler de tenir l'ensemble des limites physiques qui a été cité par Jean-Marc. Mais c'est déjà un élément de la contribution au mix de solutions. Alors, tout à l'heure, Sabrina Soussan évoquait les investissements. Patrick Artus, on sait que ce sont des milliards qui sont nécessaires chaque année si on veut financer cette transition environnementale. On les trouve où, ces milliards ? Oui, alors on a parlé de la rareté de l'énergie, on a parlé de la rareté des autres matières premières, on n'a pas encore parlé de la rareté de l'épargne. Oui. Et on sort d'une situation où on a eu pendant 25 ans trop d'épargne. On parlait de savings glut, il y avait trop d'épargne, c'est Ben Bernanke qui a inventé cette notion. Et donc ça explique les taux d'intérêt bas qu'il y en a eu, et
plus précisément les taux d'intérêt réels bas qu'on a eus depuis la fin des années 1980. D'ailleurs, il y a une étude de la Banque d'Angleterre qui montre que les taux d'intérêt réels, en réalité, ont baissé depuis le XVe siècle. Hein, donc, on a une inquiétude qui est qu'on a un besoin considérable d'investissement. Alors, ce n'est pas simplement les énergies renouvelables, hein, c'est le maintien de la biodiversité, c'est l'eau, etc. On peut considérer qu'on a besoin planétairement de 5 points de PIB d'investissement en plus que ce qu'on fait déjà. Et donc, on va manquer d'épargne. Alors, comment est-ce qu'on trouve davantage d'épargne? Si on manque d'épargne, les taux d'intérêt réels vont monter et on va déprimer l'activité économique et on ne va pas faire les investissements de transition nécessaires. Et donc, pour trouver de l'épargne, on peut se reposer soit sur l'esprit civique des citoyens, qui épargneront plus pour de l'épargne, qui épargneront plus pour un motif bon, hein, qui est le motif d'investissement dans la transition, hein. Ou on peut se reposer sur une utilisation, une hausse des taux de profit des entreprises. Mais effectivement, les taux de profit des entreprises, s'ils montent, ça se fait au détriment des revenus des ménages. Ou on peut se reposer sur un rôle accru de l'État qui ferait des déficits publics et qui contribuerait plus qu'aujourd'hui à ce niveau d'investissement considérable. Simplement, c'est un problème planétaire, hein. Dans tous les pays ont besoin de suppléments considérables d'épargne. Et donc, à la fin, il va falloir qu'on ait davantage d'épargne. Et donc, il va falloir être économe des investissements. Il va falloir passer dans une situation où le principal objectif des politiques économiques, ça ne sera pas le soutien de la consommation, ça sera le soutien de l'investissement. Donc, je m'excuse auprès de Dominique Schelcher, mais probablement, il va falloir consommer moins et épargner plus pour pouvoir investir plus. Alors, cela étant, la bonne nouvelle, c'est que c'est une situation transitoire. En fait, on est dans une situation d'après-guerre. Hein. Ça ressemble à la reconstruction d'après toutes les guerres, par exemple de l'après-Seconde Guerre mondiale. Et donc, il y a une phase d'énorme investissement qu'on finance de toutes les façons, hein, qu'on finance par des impôts accrus, par l'inflation et donc par la création monétaire. Et donc on fait un effort considérable d'investissement, on fait un effort aussi de sobriété, même si c'est pas le bon mot. Et puis à la fin, quand on a constitué un capital vert, qu'on a remplacé le capital brun par le capital vert, on a une économie moderne, beaucoup plus économe en énergie, beaucoup plus économe en matières premières. Donc il n'y a que 30 ans d'efforts, je veux dire. Hein, c'est quand même pas très réjouissant ce que vous nous annoncez pour les 30 ans qui viennent. Mais oui, mais enfin, on sait qu'en 2050, normalement, on aura la neutralité carbone nette. Et donc, on a 25-30 ans d'efforts pour avoir plus d'investissement, plus d'épargne, moins de consommation, et pour réaliser tous ces investissements. Et le dernier mot, c'est les pays ne peuvent pas s'aider entre eux parce que tous les pays sont confrontés à ce besoin d'investissement. Donc il n'y aura pas de transferts internationaux d'épargne qui aideront. Hein. Oui. On a un besoin mondial de faire ces investissements de transition. C'est 5 points de PIB. Dominique, oui, c'est ça, 5 points de PIB. Dominique Schelcher, vos consommateurs, ils ont le temps d'attendre 30 ans comme ça à souffrir? Vous les sentez prêts? Non, mais c'est sûr que moi, je représente dans ce panel l'abondance et un système de consommation dont on sent bien qu'il est au bout. Moi, je le dis depuis un certain temps. Et il est en pleine transformation. Je vais vous prendre un exemple très précis. Vendredi soir, j'ai un grand fournisseur de système U qui m'appelle et qui me dit « Dominique, c'est terrible, je ne vais plus avoir assez de produits pour vous tous, là, pour tout le monde. Je vais devoir faire des choix de commerçants, de distributeurs. J'ai pensé à toi parce que j'ai envie qu'on travaille davantage avec toi et qu'on ait suffisamment de produits pour tes clients. » Voilà le type de discussion que j'ai aujourd'hui. Et il faut comprendre qu'avant 2020, avant la crise du Covid particulièrement, le taux de rupture, ce qu'on appelle le manque de produits chez nous, c'était 2%. Aujourd'hui, on est structurellement à 10%. Pour toutes les raisons que Patrick Artus a évoquées,
qui sont en fait cette rareté dont on parle depuis le début. Rareté de tout, rareté à un moment de transporteur, rareté de personnel, mais de plus en plus, et ça il faut l'avoir en tête, rareté de matières premières. Et pourquoi? Parce que la planète se dérègle. Le dernier exemple, j'en donnerai qu'un, c'est le jus d'orange. On va manquer de jus d'orange dans les prochains mois parce que la production en Floride et en Amérique du Sud a été catastrophique, parce qu'il y a eu des ouragans, enfin tous les phénomènes qu'on a observés à la télé. Et donc tout ça sont des choses tournantes. Une fois c'était la moutarde, maintenant c'est le jus d'orange, le cacao est sous tension, le sucre, on n'en a pas forcément assez. Et donc, ben voilà, c'est tout ça maintenant qu'il faut qu'on prenne en compte, qu'il faut qu'on gère différemment. Et il va falloir faire, moi je crois, et ça c'est notre responsabilité à nous commerçants, beaucoup de pédagogie, parce que ben, les Français, ils ne sont pas tous prêts. Certains, oui, ont compris, d'autres non. Et donc, il va falloir accompagner, faire de la pédagogie, expliquer que ce monde change, quoi. Sabrina Soussan, on évoquait donc les investissements tout à l'heure. On disait évidemment qu'il y avait une part d'épargne et puis les États aussi. Vous êtes en permanence en relation avec les pouvoirs publics dans vos activités. Est-ce que vous êtes suffisamment libre pour pouvoir investir et être efficace? En gros, est-ce qu'il y a trop de normes? Je crois que c'est le président du MEDEF qui disait ça tout à l'heure. Trop de normes pour les entreprises comme vous? Moi, je pense, je ne dirais pas qu'il y a trop de normes, parce que pour répondre à l'agenda climatique et environnemental, il faut des normes. Il faut des normes, et les normes vont nous faire progresser. Par contre, ce qu'il faut, c'est que ces normes soient adaptées et qu'elles permettent la mise en œuvre des solutions technologiques qui existent. Je vais vous donner un exemple, qui est la réutilisation des eaux usées traitées. On a une norme en France qui, en fait, empêche ce progrès, alors qu'on a des solutions techniques. Et on ne peut pas mettre en œuvre parce que la norme ne facilite pas cette mise en œuvre. Il va y avoir un décret, j'espère, qui va sortir dans quelques jours, qui va faciliter ça. Malgré ça, on a des solutions déjà en place. C'est quand même absurde d'arroser des espaces publics avec de l'eau potable. Donc à Cannes, par exemple, depuis fin juin, ou à Mandelieu, on nettoie les voiries avec de l'eau usée traitée et on arrose tous les espaces verts. Donc ça, on va progresser. Ça, pour l'instant, vous ne pouviez pas le faire? On le fait, mais générale. Par contre, si vous voulez, la réglementation disait qu'on avait une autorisation pour 5 ans. Qui va investir pour 5 ans, ne sachant pas ce qui va se passer après? Donc ça va changer. Il va y avoir, enfin, on espère, le décret va donner une durée illimitée, ce qui va permettre la mise en œuvre. Mais la solution est là, si vous voulez. Oui. Il y a un autre sujet de normes qui va nous préoccuper, c'est le sujet qualité pour l'eau, qualité de l'eau. Moins vous avez d'eau, plus la qualité sera mauvaise ou moins bonne. Oui. Aujourd'hui, moi je pense qu'il faut que l'Union européenne accélère sur ce sujet, parce qu'il y a le sujet des PFAS, il y a le sujet des micropolluants, et là il faut que les normes accélèrent pour justement pour pouvoir avancer dans ce défi, sachant que les solutions technologiques sont là. Nous on travaille sur la R&D à la recherche de la détection de ces micropolluants et aussi de comment les traiter depuis des années. Donc les solutions sont là et vont être possibles à mettre en place. Jean-Marc Jancovici, après vous avoir écouté les uns les autres, là, j'ai envie de vous demander, bon, il y a sans doute un modèle économique qui est en train d'arriver à bout de souffle, hein, c'est ce qu'on disait aussi avec Patrick Artus. C'est quoi le modèle économique qui suit? Il faudrait l'inventer. Il faudrait l'inventer parce que si je prends par exemple les modèles macroéconomiques utilisés par l'oratrice qui était assise pas très loin de ma place il n'y a pas très longtemps à Bercy, c'est des modèles par exemple dans lesquels l'idée qu'on puisse avoir des raretés n'existe pas. C'est un modèle dans lequel la productivité du travail augmente tous les ans. Et la productivité du travail, qu'est-ce que c'est si ce n'est le fait d'avoir à notre disposition et par personne de plus en plus de machines et de plus en plus de ressources. Vous êtes pas plus, enfin, un ouvrier aujourd'hui n'est pas plus productif qu'il y a un siècle parce qu'il lui a poussé des bras et des jambes. Bon, il a exactement la même quantité de bras et de jambes, sauf que maintenant il a des machines et de l'énergie à sa disposition en plus et des ressources alors qu'avant il ne les avait pas. Un magasinier dans un magasin, il n'est pas plus productif parce que tout d'un coup il est capable de porter 2 tonnes alors qu'il y a un siècle il était juste capable de porter 50 kilos. Donc dans tous les modèles économiques qu'on utilise aujourd'hui, en général, l'évolution de la productivité du travail, c'est un facteur externe qui augmente tous les ans, c'est présupposé augmenter. Donc en fait aujourd'hui on n'a pas la boîte à outils, on n'a pas le schéma mental et on n'a pas les outils concrets pour gérer un monde de rareté physique.
On ne l'a pas parce qu'on voit en général les flux physiques sous l'angle des prix. C'est la question du reste que vous m'avez par réflexe posée tout à l'heure. Et c'est normal, hein, c'est comme ça qu'on réagit aujourd'hui. Or, je vous l'ai dit, il n'y a pas nécessairement de lien entre les prix et les quantités. Et on n'a pas de modèle économique dans lequel on explicite les quantités. On n'a pas de modèle économique dans lequel on soit capable, je pense par exemple, alors il y a peut-être des banques dans la salle, peut-être pas beaucoup, mais eh bien aujourd'hui, quand on fait des stress tests bancaires, on utilise des modèles qui n'incluent pas la rareté physique possible. Ça n'existe pas. Bon. Donc en fait, on a toute une boîte à outils à inventer pour gérer ce monde de rareté physique. Et il faut s'y mettre de façon urgente, parce que si on n'a pas la boîte à outils, on a un navire sans compas, sans instrument. Hein. Et c'est un peu la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Et on ne va pas inventer la boîte à outils en une semaine. Voilà. Donc il faut se coller à ce boulot-là. Et c'est l'affaire pour partie des universitaires et pour partie des praticiens de l'économie. Et il faut qu'ils acceptent, ça c'est la révolution intellectuelle difficile à faire, il faut qu'ils acceptent de se mettre délibérément dans un monde dans lequel un certain nombre de paramètres ne vont pas nécessairement dans la direction dans laquelle ça nous ferait plaisir. Patrick Artus, est-ce que vous êtes prêt à cette mutation intellectuelle ? Oui, mais je crois qu'on a avancé quand même. Enfin, il est trop vieux pour ça, lui. Il faut des doctorants. Non, mais ce qu'il faut, c'est des thèses et des doctorants. Oui, non, mais on a quand même la possibilité... Moi aussi, je suis trop vieux. Hein. On a la possibilité de regarder ce qui se passe avec les outils existants sous des contraintes. Je suis capable de donner une contrainte de kilowattheure consommés dans la planète. Et Jean-Marc a raison, ça change complètement la logique. Finalement, le PIB, ça sera le résultat, et la contrainte sur les kilowattheures, ça sera l'input. Alors d'habitude, on fonctionne à l'envers. On a le PIB, et puis on a l'énergie qu'il faut, par définition, pour le produire. Et donc non, ça impose d'inverser la logique de la plupart de nos instruments, hein, cette nouvelle façon de penser. Alors, Dominique Schelcher, il y a une question que j'aimerais aborder aussi. On approche de la fin de cette table ronde, donc c'est pour ça aussi que je presse un tout petit peu les choses. Mais on n'a pas évoqué la souveraineté. Vous, c'est un sujet évidemment important que la production, y compris de matières à base de matières premières céréalières par exemple ou animales, c'est aussi une des clés de la souveraineté de vos producteurs, de vos fournisseurs, si on parvient à la préserver ici. C'est quelque chose qui est menacé, selon vous, aujourd'hui ? La souveraineté alimentaire française est en jeu. Moi, j'ai touché ça du doigt, encore une fois, pendant cette crise du Covid, où à un moment, un certain nombre de produits se sont raréfiés et où nos producteurs, les producteurs agricoles, ont exprimé un certain nombre de choses. Donc la clé derrière ça, c'est évidemment un prix rémunérateur de ces productions. C'est ça qui compte pour les producteurs, et on a finalement quand même plutôt bien réussi à le faire depuis maintenant 3-4 ans avec la fameuse loi qui s'appelle Egalim et qui préserve dans nos discussions avec les industriels le revenu des agriculteurs. Donc je pense qu'on a progressé, qu'on a avancé là-dessus et que c'est fondamental si dans 10 ans, à la prochaine grande crise, on veut encore avoir suffisamment de tomates, de fraises, une bonne production alimentaire française à un moment où, évidemment, les besoins mondiaux sont énormes. On ne peut pas brader cette force extraordinaire de la France. Et donc oui, nous, on a une responsabilité là-dedans. Je pense que les lignes ont bougé depuis un certain temps pour les producteurs agricoles. Il faut continuer. Il faut bien l'avoir en tête. Au bout du compte, encore une fois, je redis ce que je disais tout à l'heure, bien l'expliquer aux consommateurs, parce qu'à un moment, le prix rendu, faut le comprendre, etc. Mais si on veut avoir des exploitations agricoles riches, diverses et une production forte, il faut le défendre. Sabrina Soussan, ce sera sans doute ma dernière question dans cette table ronde, mais il faut aussi créer des nouveaux métiers peut-être par rapport à tout ce qu'on vient de se dire, c'est-à-dire qu'effectivement trouver des solutions, trouver des technologies et les métiers qui vont derrière. Vous arrivez à anticiper ça ? Oui, ce sont les métiers de la rareté, on va dire. Donc sur les déchets, en fait, on en produit plutôt plus que ce qu'on devrait. Hein. Et d'ailleurs, ça a augmenté ces dernières années en France, contrairement à d'autres pays. Donc on veut éviter justement cette production de déchets. Comment ? En réutilisant et en faisant des matières premières secondaires. Matières premières secondaires, par exemple le plastique. Le recyclage chimique du plastique va permettre de recycler du plastique qui part en enfouissement ou qui est incinéré.
avec des méthodologies chimiques. Et vous faites du plastique qui est comme du plastique vierge, comme issu de la pétrochimie. C'est un exemple. Les batteries, Estelle l'a mentionné, avec le nickel, le cobalt, le lithium récupéré. Donc tout ça, on a aussi le biocarburant à partir du papier. Et c'est en transformant les métiers de vos collaborateurs d'aujourd'hui ou en créant de nouveaux métiers et en allant chercher des nouveaux salariés pour les faire? Je dirais que c'est un petit peu des deux. Ouais. C'est un peu des deux. Sur l'eau, on a parlé de la réutilisation, mais aussi créer de nouvelles ressources. Créer de nouvelles ressources, c'est réutiliser les eaux usées traitées, c'est aussi réalimenter les nappes phréatiques, et c'est aussi créer des ressources, par exemple par le dessalement. C'est aussi une voie. Donc en fait, c'est de la rareté, et avec des solutions circulaires, c'est la circularité, des solutions technologiques innovantes. Mais par contre, il ne faut pas oublier, et il ne faut surtout pas pousser ces solutions technologiques au détriment, je vais réutiliser le mot, de la sobriété. Il faut que les deux aillent ensemble, c'est très important. Merci à tous les 5, puisqu'on arrive au terme de cette table ronde. C'était évidemment passionnant. Je retiens l'espoir d'Estelle Brachlianoff, un peu comme Pierre Rabhi, d'avoir une sobriété heureuse. En tout cas, c'est désirable, c'est ce que vous disiez, et c'est ce qu'on peut souhaiter de mieux pour gérer ces pénuries qui s'annoncent, cette rareté. Merci à tous les 5. Merci beaucoup, cher Martial.